Vous écrivez: La Turquie est un terrain idéal pour pratiquer le journalisme. Il s'y passe en 7 jours ce qui ailleurs surviendrait en un an ou plus, ou ne surviendrait sans doute jamais. Les contradictions les plus improbables y existent. Pour vous, quel est le plus grand paradoxe de la Turquie d'Erdogan? Justement, le décalage entre l'image que ce pays renvoie à travers son président, qui est omniprésent, en particulier dans les médias étrangers au sujet de la Turquie. Il y a une voix présidentielle qu'on entend beaucoup et de manière très affirmée sur certains sujets. Et quand vous parlez avec la société turque, et vraiment dans toute sa diversité, hein, y compris au sein de l'électorat de Recep Tayyip Erdogan, vous avez des degrés de nuances que moi je trouve passionnants à écouter et à raconter. Et toujours ce décalage entre le discours officiel et le discours de la société ne cesse de m'étonner en fait. Et justement, ce qui est frappant, vous avez évoqué les manifestations du Parc Gezi il y a quelques années, c'est justement qu'on est loin d'un bloc monolithique, y compris, vous l'avez dit, au sein de la mouvance conservatrice du président Erdogan. Et il y a une société civile qui reste encore en survivance, pour reprendre le terme de Ouais. Louma Salamé. Qui a énormément souffert ces dernières années, quand même, faut le dire, hein. En particulier depuis le coup d'État manqué de juillet 2016. C'est vrai que 2013 avait été un petit peu le précurseur et la première menace directe sur Recep Tayyip Erdogan, qui était à l'époque Premier ministre. Mais depuis le coup d'État manqué, qui a été immédiatement suivi par 2 années d'état d'urgence qui ont permis au pouvoir d'interdire quasiment toute expression de manifestation dans la rue. Mm. Aujourd'hui encore, la rue turque reste très calme. Alors, les réseaux sociaux sont très animés, ce qui ne veut pas dire que la société civile baisse les bras. Il y a encore beaucoup d'ONG qui, avec beaucoup de courage, continuent de dénoncer les violations des droits de l'homme dans ce pays. Alors, vous évoquez notamment la situation et la condition des femmes en Turquie. Alors, c'est vrai que la classe politique, quelle qu'elle soit en Turquie, se targue toujours du fait que les femmes ont eu le droit de vote en 1934 en Turquie. En France, on le rappelle, c'était à titre d'exemple 10 ans plus tard, en 1944. Vous écrivez notamment cette phrase: se brisent les mains qui se lèvent contre une femme. Ça, c'est une expression courante. Elle a été utilisée par un ancien Premier ministre, c'est Oui, ça? courante non, mais effectivement, elle avait marqué les esprits à l'époque. En 2014, il me semble, une jeune étudiante avait été assassinée dans des conditions sordides. Özgegan Aslan, j'écorche peut-être son nom. Özgecan Aslan, Ah ouais. ouais. Et il y avait eu beaucoup de manifestations après sa mort, parce qu'elle avait vraiment, et c'était peut-être la première fois en Turquie qu'il y avait telle manifestation après un féminicide, parce que le constat est toujours le même, en fait, de femmes qui viennent frapper aux portes des commissariats et qu'on renvoie se réconcilier avec leur mari, de juges, ou d'abord de procureurs qui accusent la victime lorsqu'elle était encore en vie et qu'elle porte plainte contre un conjoint, ex-conjoint violent, et de juges qui accordent des circonstances atténuantes pour X ou Y raison à l'époux meurtrier, à l'époux violent. Il y a une lenteur du système policier et judiciaire turc face à cette colère qui monte vis-à-vis de ces féminicides en Turquie. Qui 4 reste... femmes sur 10 ont subi des violences, et c'est souvent quand elles sont divorcées, hein. C'est-à-dire que c'est encore plus prégnant quand les femmes divorcent. Et souvent, la volonté d'une femme de divorcer va être ce qui va augmenter, ou déclencher, mais augmenter le plus souvent les violences, voire son assassinat par son mari qui ne supporte pas la séparation. Alors, on l'a bien compris, vous êtes loin des clichés et des excès sur la Turquie, mais on va profiter de votre présence quand même pour parler de l'échéance 2023. C'est dans 18 mois, il me semble, la présidentielle en Turquie. Il y a une crise économique, on peut le dire aujourd'hui en Turquie. Inflation 36% à la fin de l'année 2021 en cumulé. C'est tout de même énorme. Est-ce que, bon, l'état de grâce, on peut dire qu'il est peut-être terminé depuis bien longtemps pour Recep Tayyip Erdogan, mais est-ce qu'il peut perdre? Il y a encore un an et demi d'ici aux prochaines élections, à condition qu'elles aient lieu en temps et en heure. Il y a toujours la possibilité qu'elles soient avancées, que Recep Tayyip Erdogan, parce qu'il estime que c'est à son avantage, à un moment au cours de l'année 2022, décide d'avancer les élections. Mais est-ce qu'il a un adversaire potentiel dans l'opposition? Il en a plusieurs, ce qui est nouveau. C'est-à-dire que même aux dernières élections de 2018 présidentielles, il avait face à lui plusieurs candidats d'opposition. Cette fois-ci, l'opposition, c'est la nouvelle et qui l'inquiète beaucoup, en plus de la situation économique, c'est que l'opposition arrive en ordre un peu plus organisé et parle de présenter effectivement un candidat unique, mais se garde bien pour l'instant de le mettre trop en avant, de donner son nom, pour ne pas donner trop de cartes non plus à Recep Tayyip Erdogan. Est-ce qu'en Turquie, dans les médias turcs, médias d'État, médias privés, est-ce qu'on parle de la situation et du chaos, le mot n'est sans doute pas galvaudé, qui frappe le Liban?
On en parle, oui, on parle beaucoup de la région de l'ancien Empire ottoman qui continue d'intéresser beaucoup les Turcs, mais je dirais que les médias turcs sont quand même très tournés vers leur pays. Les pages internationales dans les journaux, c'est une demi-page, de moins en moins ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à raconter au quotidien en Turquie. Anand Lower, on parle de l'Algérie. Aujourd'hui, on parle aussi dans cette émission de l'Algérie, enfin du Maroc, de la Tunisie également. Recep Tayyip Erdogan, on a beaucoup parlé de lui aussi sur sa volonté de renouer avec le continent africain. Quel est son rapport? Quelle est sa vision? On a parfois du mal à comprendre, vu de France, vu d'Europe, de Belgique, de Suisse. Quelle était sa volonté, les liens qui l'unissaient à cette région du Maghreb? Et ça remonte à loin, puisque Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir depuis 2003, et depuis 2004, tous les ans, il fait une tournée en Afrique, avec, alors évidemment, la volonté de développer les liens économiques et de développer l'économie de la Turquie. Quand il a pris le pouvoir en 2003, de mémoire, 5 milliards de dollars, le volume des échanges entre la Turquie et l'Afrique. Aujourd'hui, 25 milliards, avec l'ambition de le porter à 50 milliards prochainement. Au-delà de ça, c'est vraiment une influence, une quête d'influence tout azimut. Vous avez aussi des liens de plus en plus étroits sécuritaires, diplomatiques. Il a multiplié par 3 le nombre d'ambassades sur le continent, une vingtaine d'années. Et la Turquie se présente, Recep Tayyip Erdogan présente la Turquie comme une puissance alternative en Afrique. Mais pas alternative au sens d'autres acteurs émergents ou déjà bien présents, que sont la Chine, par exemple, mais alternative par rapport aux anciennes puissances coloniales. Il cite régulièrement la France en particulier. Oui, il y a eu des périodes très tendues avec la France. Oui, mais c'est un discours, encore une fois, qui est assez ancien, de dire « nous, on vient là comme partenaire ». En tout cas, c'est le discours affiché. Ouais. On vient ici pour faire du gagnant-gagnant. Pas pour vous piller. Exactement. Ça, c'est le discours.